Zelda Ocarina of Time est souvent vu comme l'un des plus grands jeux de l'histoire, notamment pour les révolutions dont il est la source en ce qui concerne les manières de jouer un jeu 3D à la troisième personne. Des bases encore exploitées aujourd'hui, devenues même des conventions. Sorti en 1998 sur la Nintendo 64, puis la GameCube et enfin la Nintendo 3DS, il aurait été sous la direction de Shigeru Miyamoto, connu pour être le papa de Mario. Rien que ça. Un jeu qui aura eu pour but d'exploiter les capacités techniques de la Nintendo 64, le petit mouton noir de la licence qui aura divisé les fans de l'époque, faute au passage de la 2D à la 3D. Mais un jeu qui aura démontré à l'époque des prouesses techniques. Innovateur, il avait pour but d'intensifier la sensation d'exploration et d'aventure, mettant en place le système de visée, comme simple exemple, donc en gros quelque chose de pas très important en somme, hein, ou bien le système de caméra qui ne partait pas en couille, enfin, si on se réfère juste au comparatif de ses frères et sœurs. Hein. Mais plus de 2 décennies plus tard, une question se pose et s'impose. Aujourd'hui, on a la possibilité de jouer à Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, qui, eux, grâce aux technologies actuelles, permettent d'exploiter encore plus cette sensation de liberté et d'exploration. Nous, les vieux ronchons, on vous pousse sans cesse à jouer à cette antiquité qui est dépassée, disons-le, sans nous rendre compte que Ocarina of Time, ça ressemblait à ça. C'est pas très beau. Alors, la question actuelle, et la question de toute cette vidéo, c'est pour mettre fin à un débat. Ocarina of Time, est-ce que ça vaut encore le coup d'être joué aujourd'hui ? Ok, on va revenir un peu dans le passé, juste là, ici, en 1995. Non, excusez-moi, juste un peu avant, voilà, là, en 1990. Aujourd'hui, on a tous l'habitude des AAA, des jeux en 3D sublimes et des remakes faits sur Unreal Engine. Mais à l'époque, je vous rappelle que les jeux vidéo, ça ressemblait à ça. En effet, c'est toujours pas très beau. Le jeu vidéo, à cette époque encore, vivait une véritable transition et une révolution en ce qui concernait les moteurs graphiques et les avancées matérielles. C'était une véritable guerre entre les différents lobbies, comme Nintendo et Sony, et les processeurs étaient de bien meilleure qualité, la RAM plus grande, les cartes graphiques plus impressionnantes, bref, ça évoluait sans cesse. Mais je vais pas me pencher dessus parce que je suis pas une experte. Cependant, nos télévisions étaient aussi de plus en plus avancées, et c'était sûr qu'à ce moment précis, rester sur de la 2D dans un tel boom technologique, c'était un peu se tirer une balle dans le pied. En 1994, Sony sort la PlayStation. Moi, j'étais pas encore né et sûrement même pas prévu sur le calendrier. Mais de ce que nos ancêtres peuvent nous conter sur cette vieille époque, il y avait déjà les premiers jeux 3D comme Tomb Raider et la fantastique Lara Croft que tout le monde aimait pour son courage, sa vaillance et ses boobs. Oui, principalement ses boobs. Il y a eu Crash Bandicoot ou encore Doom, bref, que des gros jeux, mais la plupart d'entre eux avaient un léger souci. Oui, il manquait des codes. Et pas des petits, des gros codes. Et depuis tout à l'heure, vous devez probablement m'insulter parce que vous vous demandez pourquoi je vous parle de Sony quand il est question de Nintendo. Soyez patient, j'allais y arriver. Nintendo rentre donc dans la course avec la Nintendo 64. Pourquoi cette console nous intéresse ? Pour son contrôleur analogique. Un joystick pour bouger notre personnage, un autre pour bouger la caméra, et un dernier bouton pour le focus sur un ennemi visé. En somme, les bases courantes de nos jours. Une formule qui sera reprise dans le futur dont on va pas parler parce qu'on s'en bat un peu les couilles. Mais cette innovation est celle qui va tout changer, et qui va démarquer cette console des autres, rendant les mouvements et les actions plus intuitifs. Le joueur pouvait lui-même ajuster le jeu selon ses volontés, et ça rendait le tout un peu plus immersif. Je pense qu'on peut en témoigner aujourd'hui. Nintendo, dans tout ça, il était déjà bien dominant. Mais il cherchait quand même à repousser ses limites pour nous prouver à nous, oui, les joueurs, qu'il avait la plus grosse. Parce que c'est Nintendo. Avec cette transition vers la 3D, ils ont simplement vu une grande porte ouverte vers la gloire, ils l'ont défoncée et ils ont innové. Certaines bases de la 3D avaient déjà été posées par Mario 64, mais ils voulaient aller un peu plus loin avec Zelda Ocarina of Time, en combinant ce qui était pour l'époque, de très bons graphismes, une bonne histoire, et surtout, un gameplay qui change. Surtout un gameplay qui change. Et là, tout ce que je peux vous dire, c'est bienvenue dans le développement de Zelda Ocarina of Time en 1995.
Le développement de Zelda Ocarina of Time a donc commencé en 1995 et avait été conçu à la base pour être lancé sur le périphérique 64DD, qui, en gros, dans les grosses lignes, était une extension de la Nintendo 64 pour étendre la puissance de la console. Mais comme c'était une idée de merde, ils sont repassés sur des cartouches standards. Pour ce jeu, ils ont donc réuni ce qu'on peut appeler la trinité du génie, soit Shigeru Miyamoto en tant que directeur du projet, Koji Kondo comme compositeur, et Eiji Aonuma pour la conception des donjons. Les devs, eux, avaient déjà travaillé sur Mario 64 et les anciens Zelda. En gros, ils ont plus ou moins réuni le Nintendo Cinematic Universe dans l'optique de casser la bouche aux concurrents, en particulier Sony. Surtout Sony. Niveau inspiration, c'est plus ou moins toujours les mêmes. Mythologie japonaise, contes européens et un petit soupçon d'aventure et de chasse aux insectes, une signature même de Shigeru Miyamoto. Pour la structure, on garde la recette qui marche. Donjon, aventure, sensation, mais cette fois-ci adapté à de la 3D. Enfin, je dis ça, mais au début Miyamoto voulait quand même que tous les villages et l'extérieur soient en 2D. Mais en se rendant compte de la puissance de la machine, ils ont, comme qui dirait, pété leur crâne et sont partis dans la lubie de tout faire en 3D. Bon, tout ça, je vous le raconte plus ou moins comme un véritable shonen. Mais il y a bien évidemment eu des pépins. Et pas des petits, des gros pépins. Tout d'abord, la mémoire. Ok, la Nintendo 64 c'était un petit bijou, mais quand même, les limitations de stockage, elles demandaient une excellente optimisation du jeu, et surtout au niveau des rendus de la 3D. Donc, Master Quest ne sera là que pour la GameCube. Et surtout, je vous ai menti. Aonuma n'était pas là dès le début du projet, il n'est arrivé que pendant le développement. Et donc du coup, beaucoup de modifications ont dû être faites quand il est arrivé, même si celui-ci n'aura pas su esquiver le petit souci d'un certain donjon. Enfin bon, tout ça, au total, ça aura duré 3 ans. 3 longues années, mais un véritable temps record pour l'époque, pour un véritable chef-d'œuvre, si je puis me permettre. Je me permets de me corriger, c'est la Alix du futur, juste pour dire que 3 ans à l'époque, c'était terriblement long, voilà. J'étais stupide, comme on dit. On peut reprendre la vidéo. Je vous laisse imaginer les sessions de crunch interminables pour que le jeu sorte enfin en 1998 et dépasse, je cite, les 7 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Attendez, je pense que vous avez pas compris. 7 millions. En comparaison, le premier du nom se sera vendu en 6,51 millions d'exemplaires. Et si vous trouvez ça ridicule comparé à Breath of the Wild et ses 30 millions d'exemplaires vendus, pensez au fait que Ocarina of Time a été la deuxième meilleure vente des années 98, juste derrière Pokémon rouge, bleu, vert et jaune et ses 8,6 millions d'exemplaires. Donc ouais, en gros à l'époque, c'était des mastodontes. Des succès mondiaux avec qui personne ne pouvait réellement rivaliser. Mais maintenant que je vous ai dit tout ça, il y a toujours une question qui est en suspens. Qu'est-ce qui a fait que ce jeu est un véritable succès? Et pour les plus jeunes, il parle de quoi ce jeu? Attention, ça va spoiler, on va parler un peu de l'histoire de Zelda Ocarina of Time et de ce qui a fait de lui un véritable succès mondial. Pas de blabla inutile, ici il est encore question de Link, un petit kokiri tout choupi kawaii qui se réveille après un gros cauchemar. Mais notre Link c'est un peu une sorte de renégat. Il a pas de fée, problème qui sera très rapidement réglé quand Ivy viendra le rejoindre pour que celui-ci aille voir l'arbre Mojo, mourant. Link va le sauver, à moitié parce qu'il finira quand même par crever, il va nous faire aussi, tant qu'on y est, un long monologue sur les origines de notre monde, tout en introduisant les 3 grandes déesses ayant créé ce même monde. Din, Faror et Nero. Après ça, il nous donnera très gentiment la pierre ancestrale de la forêt, avant de donner la mission très importante à Link, qui, je le rappelle, a genre 9 ans, d'aller arrêter le roi des Gerudo, Ganondorf. Bon, déjà, on peut se demander comment un gosse de 9 piges peut aller tabasser un gaillard de 3 mètres, mais passons. Link se rend donc à Hyrule pour y rejoindre la princesse Zelda, et oh là là, elle a aussi fait un très mauvais rêve. Ganondorf est un gros méchant, il faut récupérer toutes les pierres ancestrales pour aller ouvrir le temple du temps et protéger la Triforce. On y rencontre donc le peuple des Zora, avec le grand Jabu Jabu et sa bouche buggée, mais aussi sa princesse qui veut nous épouser, passons, et les Gorons qui sont probablement la race favorite de Ryusta.
Merci Ryusta. Les pierres enfin récupérées, la prophétie se réalise. Et oh là là, Impa sauve notre très belle princesse qui nous balance l'Ocarina du temps dans l'eau pour qu'on puisse tout de même récupérer la Master Sword. Ganondorf profitera de la brèche du temps ouverte par Link pour entrer dans le Saint Royaume et s'emparer de la Triforce. Tandis que nous, on a fait un bon gros dodo pendant 7 longues années. Donc pour sauver tout le monde, il faudra réveiller les 7 sages. Saria, notre crush, Daronia, le Goron, Ruto, la princesse Zora qui veut nous pécho, Impa, la nourrice et protectrice de la princesse, et Naboru, une Gerudo. Zelda se trouve être bien évidemment la dernière des sages et aidera Link avec ses potes à sceller Ganondorf à tout jamais. Bon, ok, on va s'arrêter là ici pour le moment. Ça, c'est le gros de l'histoire. Le jeu se joue principalement avec cette fameuse mécanique du temps, avoir la possibilité d'être un enfant ou un adulte. Des quêtes ne pouvant se faire que dans un âge ou un autre, dans un monde péri ou encore sauf. Une binarité dont on est l'acteur. Parce que oui, c'est plus ou moins de notre faute si l'un des mondes est plongé dans le chaos. D'ailleurs, l'enfance perdue de Link, c'est quelque chose qui est très bien exploité dans les mangas, mais comme c'est pas canon, on va pas s'y attarder. Ce qui a fait la renommée de ce jeu, c'est tout l'ensemble cité juste avant. De bonnes mécaniques, une histoire originale, quelque chose qui parle aux adultes mais aussi aux enfants, quoique les trop jeunes je conseille pas trop, hein. Des plot twists, genre lui c'est Zelda. Ok, aujourd'hui tout le monde sait que Sheik, le dernier des Sheikah qui nous aura aidé dans notre quête, est la princesse, mais à l'époque, croyez-moi, j'ai une bipanique, d'accord? Mais aussi, parlons-en, la bande sonore, les donjons et les énigmes, cette sensation de liberté que nous offrait la 3D et les frissons de l'aventure, une musique qui joue gros d'ailleurs. Venez me dire que vous n'avez jamais vibé sur Song of the Storm ou encore Gerudo Valley. Enfin, vous prenez tout ça, qui nous semble être le minimum aujourd'hui, et vous le transposez à plus de 20 ans en arrière. Et là, on se rend compte du génie et de l'avance qu'avait Nintendo sur son époque. Une avance assez grande pour innover, et suffisamment terre à terre pour satisfaire. Mais tout ça, c'est bien beau. Je vous vends ce jeu comme étant le Saint Graal absolu, et après ce que je viens de vous dire, vous allez peut-être vous ruer sur Dolphin pour y jouer, puis vous arrêter. Et enfin, vous allez venir m'insulter de tous les noms en me disant que ce jeu est chiant à en mourir. Et je vous comprendrai bien sûr. Et non, ne pensez pas que vous n'êtes pas capable d'apprécier un chef-d'œuvre, vous n'êtes en rien fautif. En fait, il y a un terme pour ce que vous allez vivre en redémarrant votre console armée de ce Zelda. Ocarina of Time a terriblement mal vieilli. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais Dark Souls et The Witcher, ils seraient pas là si Ocarina of Time n'existait pas, que je suis une traîtresse, et moi je veux dire, oh là, on se calme. D'accord. Ocarina of Time a introduit de grosses bases. Je le dis depuis le début, tant que ça doit vous saouler à la fin. Mais le jeu en lui-même a très mal vieilli. Enfin, juste prenons l'exemple d'amis n'ayant jamais joué à Zelda. Si je leur montre ça là, qui aurait envie d'y jouer quand aujourd'hui on a l'habitude de ça? À l'époque, c'était beau, mais aujourd'hui, c'est bof. Et vous allez me dire qu'il existe le remake 3DS. Et oui, d'accord, c'est vrai. Mais ma question c'est, est-ce que vous avez déjà essayé de rejouer avec la maniabilité du jeu? C'est rigide, pas fluide, pas précis. En somme, c'est juste frustrant. Je dirais même que Wind Waker, lui, aura su parfaitement gérer ce qu'il y a de mieux en ce qui concerne la visée Z et la sensation de nervosité. Link est léger, rapide, les effets sonores et la musique nous mettent dans l'ambiance. En somme, on est vraiment sur une amélioration même de ce qu'aurait pu faire son prédécesseur. Les donjons sont bons, mais parfois répétitifs. Des objets qui ne servent que de manière situationnelle pour des donjons précis. Donc tu te retrouves très rapidement avec l'armurerie entière d'Hyrule pour pas grand chose à la fin, sachant que tu peux battre Ganondorf à la bouteille. Oui, la bouteille. Un peu dommage quand on voit l'étendue de vide. Ouais, c'est du vide. L'open world est principalement un pont pour accéder aux donjons et aux lieux principaux du monde. Petit coucou à ceux qui se plaignaient de Breath of the Wild, je pense qu'à cette époque, vous auriez bien râlé. En résumé, j'ai passé je ne sais combien de temps à vous dire à quel point ce jeu est incroyable pour l'abattre en 4 lignes. Alors, je pense juste qu'un petit comparatif s'impose si vous le voulez bien. Ouais, de la métaphore, parce que j'adore ça, la métaphore. Auparavant, l'imprimerie se faisait de manière traditionnelle. C'était révolutionnaire. On pouvait copier tout document à partir du moment où un original subsistait, ancré dans un moule. C'est incroyable, hein? Et bah pour autant, peu d'entre vous voudront retourner à ce modèle. Il n'y a que les passionnés qui le font, parce que cette méthode d'impression est une relique du passé. C'est un chef-d'œuvre d'époque qui nous rappelle notre chemin parcouru pour arriver à ce que nous avons aujourd'hui. C'est une impression instantanée, et aujourd'hui une liberté plus grande. L'histoire est bonne, et comporte ses qualités bien évidemment, et le prémisse de monde ouvert qu'il nous offre est juste fabuleux, mais habitué à des jeux comme Genshin ou Ghost of Tsushima, Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, on se sent d'un seul coup un peu plus à l'étroit. C'est le jeu de mon enfance, celui qui aura fait de la personne que j'étais la personne que je suis aujourd'hui.
mais mon attachement n'est dû qu'à la nostalgie. J'y joue quand je me sens mal et il me redonne le sourire car je me souviens de chaque bon moment passé dessus. Mais toi qui m'écoutes en train de parler depuis tout à l'heure, est-ce que tu serais prêt à lui donner une chance de te prouver qu'il n'est pas dépassé? Auras-tu la patience et le recul pour ne pas le comparer à tes possessions présentes? Rejouer au Ocarina of Time, si ça vaut le coup, eh bien je dirais que tout ne dépend que de vous. Et plus personnellement, je dirais que oui. Vous pouvez essayer de déceler cette relique du passé, ou bien simplement l'ignorer et explorer celle du présent. Cette bataille que nous portons à vouloir nous attacher à notre enfance, c'est un combat que nos prédécesseurs portaient déjà bien avant nous. Au plus curieux, lancez-vous, et peut-être que vous allez le regretter, mais au moins vous comprendrez comment d'un jeu horrible à l'heure actuelle, nous avons pu passer à une telle beauté. Vous vivrez peut-être une aventure incroyable, pleine de surprises et de rebondissements. Vous aurez peur, parfois vous serez soulagé. Vous vous arrêterez pour les musiques et vous attacherez aux personnages. Vous serez parfois surpris de la maturité des propos et vous ferez vos propres théories ou bien vous essaierez de comprendre celles des autres. Puis vous avez sûrement cette envie de lire le manga qui apporte de la profondeur au ressenti de Link. Même si Navy est chiante, vous la trouverez attachante. À chaque donjon, vous frémirez à l'idée d'un nouvel item et vous vous imaginerez dans un instant épique contre les boss. Vous vivrez une aventure unique que chaque jeu Zelda peut vous offrir. Mais celle-ci, peut-être, vous permettra d'ouvrir des horizons vers d'autres qui vous semblaient pourtant lointains. Chaque jeu Zelda a ses forces, ses défauts. Ocarina of Time n'échappe pas à la règle. Et pourtant, il arbore un charme qui, pour moi, vaut le détour. Celui d'une aventure qui vous fera passer de l'enfance à l'âge adulte et inversement, un détour qui vous marquera pendant un long moment, sans doute. Pour y jouer, prenez la version 3DS, c'est la plus abordable et la mieux optimisée. Si vous êtes courageux, munissez-vous d'une manette GameCube et jouez sur la console ou sur émulateur. Et pour les passionnés, procurez-vous une Nintendo 64 ou directement le jeu sur la console cubique. Mais là, attention, ça risque de coûter cher. Maintenant, n'oubliez pas, le rétro, c'est du luxe. Au moins curieux, profitez de votre présent. Construisez-vous vos souvenirs autour des jeux qui vous donnent aujourd'hui le sourire. Et peut-être que demain, comme moi, vous parlerez de manière passionnée de l'histoire qui vous aura le plus marqué.